Et bienvenue dans l'émission politique de France Info, tous les matins jusqu'à 9h. Bonjour Jean-François Aquili. Bonjour Fabienne Synthès. Guy Birenbaum est là également, et notre invitée ce matin est ancienne secrétaire d'État à l'aide aux victimes. Et bonjour Juliette Méadel, bienvenue. Alors Édouard Philippe a annoncé hier la nomination d'une magistrate, Elisabeth Pelcez, en tant que déléguée interministérielle chargée de l'aide aux victimes. Elle sera rattachée auprès de la garde des Sceaux Nicole Belloubet, et non auprès du Premier ministre. C'est ce qui pose problème. On va en parler. Des associations de victimes voulaient justement Matignon, une incarnation plus politique au plus haut niveau. Écoutez ce que disait Alexis Lebrun, porte-parole de l'association Life for Paris et rescapé du Bataclan lundi sur France Info. Il faut être sous la tutelle de Matignon et non pas sous la tutelle du ministère de la Justice qui n'a pas le périmètre tout simplement pour agir sur, par exemple, le travail, le logement. Il y a également pour nous une problématique centrale en ce moment qui est le retour à l'emploi. Donc on travaille depuis des mois avec le ministère du Travail. Il y a évidemment le ministère de la Santé, donc c'est tout à fait transversal. Juliette Méadel, la justice et pas Matignon, c'est une faute ? Quand je suis arrivée à l'aide aux victimes il y a 15 mois, à l'époque, tout le monde s'est dit « Oh, mais qu'est-ce que c'est ce secrétariat d'État à l'aide aux victimes ?» Et puis, il y avait traditionnellement un rattachement justice. Et puis, quand je suis partie, on a dit « Ah, bah alors, il faut qu'il y ait quelqu'un qui s'occupe des victimes et de façon interministérielle. » Qu'est-ce que ça veut dire ? Comme le dit bien Alexis Lebrun, quand vous êtes victime de quelque chose de grave, un attentat en l'occurrence, un accident, ou vous avez besoin d'informations, vous avez besoin d'accompagnement psychologique, de soins, d'indemnisation, bref, vous avez besoin de plein de ministères, plein de services concernés. Donc, il faut une coordination et donc c'est pour ça qu'un rattachement Matignon, tel que je l'avais conçu à l'époque, est pertinent. Bon, maintenant, il y a un délégué interministériel aujourd'hui. Ouais. C'est mieux que la situation qui était celle que nous avons connue il y a 3 semaines. C'est mieux que rien. C'est mieux que ce qu'il y avait avant. Bon, maintenant, le vrai sujet, qu'est-ce que c'est ? Le vrai sujet, c'est qu'il faut en effet une incarnation politique, donc un ministre ou un secrétaire d'État. Peut-être que la ministre de la Justice pourrait être aussi, dans son titre, ministre des victimes. Parce que s'il n'y a pas une incarnation politique sur un sujet aussi important, ça veut dire que cette cause peut donner l'impression de ne pas être prioritaire, ce qui n'est manifestement pas le cas, puisque le gouvernement vient de nommer un délégué interministériel. Pour appuyer vos dires ce matin, Juliette Méadel, je vous propose, c'est très court, de réécouter ce que disait hier, ici même, à votre place, Éric Ciotti, le député des Alpes-Maritimes, qui lui aussi a pris Nice de plein fouet, ce qui s'est produit l'année dernière. Écoutez ce qu'il disait à ce sujet. C'est une erreur. J'ai d'ailleurs écrit au Premier ministre récemment pour lui demander que ce secrétariat d'État soit réinstallé. Le fait qu'un secrétaire d'État, c'était Madame Méadel, ait une action spécifique pour les victimes, était quelque part une forme de considération légitime à l'égard des familles et des victimes et de leurs familles. Voilà, il vous rend hommage au passage. Éric Ciotti, même à droite, on dit ça. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi Emmanuel Macron et Édouard Philippe ont pris cette nouvelle option ? Vous leur poserez la question. Vous le savez, vous ? Il y a plusieurs cas de figure possibles. Et vous leur avez parlé ou pas ? Ils vous ont consulté ou pas ? J'ai écrit au Premier ministre pour lui dire, au moment même où le secrétariat général que j'avais créé, il y avait des bruits comme quoi il serait supprimé, donc je lui ai écrit pour lui dire, la nomination d'un délégué interministériel, c'est pour ça que je vous le dis, c'est plutôt une bonne nouvelle par rapport à la situation que nous avons connue il y a 3 semaines. Le ministre apparemment chargé, ça sera le ministre de la Justice. Mais honnêtement, au-delà de tout ça, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut que quand vous êtes victime de quelque chose de grave, vous ayez la certitude qu'on va vous écouter. Et que le bon niveau pour vous écouter, c'est aussi le niveau ministériel. Et c'est pour ça aussi qu'on a gagné sur plein de sujets, que j'ai pu faire en sorte que les frais de santé soient remboursés, que le guichet unique soit créé. Et le guichet unique, c'est important. Parce que quand vous êtes victime de quelque chose de grave, vous n'avez pas envie de vivre le parcours du combattant administratif. Donc il faut que les choses soient fluides, il faut qu'elles soient simples. Il faut au plus haut niveau de l'État, la parole des victimes soit entendue. Alors bon, moi je ne peux qu'espérer que ce délégué interministériel, cette déléguée interministérielle, fera aussi bien. Et après tout, je ne vois pas pourquoi on partirait pessimiste. Mais est-ce que ça veut dire... La cause, honnêtement, est trop importante pour qu'on ne se dise pas « laissons le temps à cette nouvelle institution de fonctionner ». Vous connaissez mon opinion. Moi, j'ai créé le secrétariat général rattaché à Matignon. Donc,
Oui, à une époque où d'ailleurs, il a fallu jouer des coudes, y compris avec le président de la République. Mais il a fallu se battre. Il a fallu se battre. Moi, quand je suis nommée, je n'ai pas d'administration dédiée. Et donc, tout le monde me dit, au bout de quelques mois, mais comment on fait pour que tout ce que vous avez créé soit gravé dans le marbre ? Et donc, l'idée que j'ai à ce moment-là, c'est de dire, eh bien, nous allons créer cette administration qui sera plus difficile à supprimer. Mais est-ce que ça veut dire qu'il y a une mauvaise perception de ce que vivent les victimes, en fait ? Ça veut dire qu'on ne le sait toujours pas, on n'a pas compris, on n'a pas appris ? Je pense que nous allons l'apprendre et nous allons le savoir. La réponse à votre question va apparaître dans les prochains mois. Ce délégué ou cette déléguée interministérielle, peut-être qu'elle va très bien réussir à continuer à défendre les droits, à faire en sorte que les frais de santé soient remboursés, à s'occuper de l'orientation professionnelle. Quand vous êtes en situation de handicap après un attentat, vous ne retrouvez plus votre travail. Vous avez perdu votre logement, il vous faut un nouveau logement. Et puis on parle des victimes d'attentats et je veux rendre hommage à leur mémoire et je serai à Nice demain. Donc il faut s'arrêter un instant et sur les 86 morts et sur les proches. On va parler de Nice dans et un sur instant, les enfants. Oui. Mais attention, il n'y a pas que les victimes d'attentats. Vous pouvez être victime d'un accident grave, d'un incendie, d'une catastrophe naturelle. Le rôle de l'État, c'est d'être à vos côtés. Et peut-être que, 2 secondes, peut-être que cette déléguée interministérielle rattachée à la justice y arrivera très bien. Moi, j'étais partie du principe qu'il fallait être à Matignon, mais laissons-lui le temps. On a bien compris, Juliette Méladel. On va parler de Nice dans un instant après les titres. Juste une question rapide. Votre ministère avait disparu, mais une structure avait subsisté. Vous l'avez mise en place très vite. C'est le secrétariat général de l'aide aux victimes. C'est une structure administrative relativement efficace, qui était dirigée par Christian Gravel, proche de Manuel Valls, ancien conseiller de François Hollande. Est-ce que vous pensez que c'est sa personnalité s'il y a eu un jeu politique là derrière ? Écoutez, je crée le secrétariat général 3 mois avant la fin du quinquennat. Le président de la République nomme Christian Gravel sur ma proposition. Pourquoi ? Parce qu'il est l'ancien patron du SIG, qui est le service d'information du gouvernement. Ça a son importance. Quand on est victime, on a besoin d'être informé. Christian Gravel avait par ailleurs mené toutes les campagnes de lutte contre le djihadisme et l'islamisme sur Internet. Donc il faut des compétences en matière informative et par ailleurs il est préfet. C'est la raison pour laquelle il a été nommé. Maintenant, je ne peux que regretter la suppression du secrétariat général et je ne peux qu'espérer dans la capacité de la délégation interministérielle à faire aussi bien le job. Voilà, vous n'êtes pas la seule, puisque à l'instant, ce tweet de Manuel Valls, tout à l'heure, il y a une petite dizaine de minutes, qui dit « La suppression du secrétariat général aux victimes du terrorisme est une erreur » et je demande à Édouard Philippe d'entendre les associations. Allez, il est 8h40, Victor Maté est là pour 1 minute. Une arrivée ce matin sur le tarmac d'Orly. Donald Trump est à Paris pour 2 jours. Au programme, les 100 ans de l'entrée en guerre des États-Unis et le défilé demain sur les Champs-Élysées. Dès cet après-midi, Emmanuel Macron l'accueille aux Invalides. Ce déplacement officiel de Donald Trump sous très haute sécurité au sud de Paris, des routes coupées, un parcours balisé, ce qui n'arrange rien à la circulation puisqu'avec les vacances et le week-end du 14 juillet, c'est déjà rouge pour les départs dans toute la France. Pas de couleur, mais un chiffre chez Hop, la filiale court et moyen courrier d'Air France, avec une grève des pilotes jusqu'à mardi prochain. 15% des vols en moyenne devraient être annulés. Avant la réception de Donald Trump, celle d'Angela Merkel, Emmanuel Macron préside ce matin à l'Elysée le 19e Conseil des ministres franco-allemands. Le chef de l'État, dans un entretien à Ouest France, met la pression sur Berlin, qui doit bouger comme la France face au dysfonctionnement de la zone euro. Les demi-finales dames aujourd'hui au tournoi de tennis de Wimbledon, avec notamment Venus Williams, 37 ans. Chez les hommes, prime aussi à l'âge, Roger Federer, bientôt 36 ans, s'est qualifié hier en battant Milos Raonic. Juliette Méadel est avec nous ce matin jusqu'à 9h sur France Info. Jean-François Aquili, question. Alors Juliette Méadel, vous serez évidemment à Nice demain pour les commémorations, 1 an après cet attentat qui a fait 86 morts et 450 blessés. Une question qui agite un petit peu les esprits ce matin. Paris Match, le Paris Match de la semaine publie ce jeudi des images de la vidéosurveillance sur la promenade des Anglais le soir du 14 juillet 2016. Donc, images que le maire de Nice, Christian Estrosi, a qualifiées d'insoutenables et abjectes. Alors, on y voit évidemment des prises de vue générales avec ce camion fou qui fait ses victimes. Les associations de familles sont révoltées et vous les avez regardées en coulisses. Vous en pensez quoi, vous ?
J'ai vu des photos dans le passé qui étaient bien plus choquantes que celle-ci. Mais en la matière, moi, je ne donnerai de leçon à personne. À partir du moment où vous avez été victime d'un drame et où vous vous sentez atteint par une image, j'entends l'indignation et j'entends qu'on puisse se sentir atteint, humilié, notamment si on peut reconnaître un proche. Éventuellement, et peut-être que quelqu'un s'est dit, mais au premier rang, là, je reconnais mon père. Et en ce cas, on n'a pas de leçon à donner à ceux qui se sentent atteints dans leur dignité. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait en tant que responsable politique ? Et quand j'étais secrétaire d'État, ce que nous avions fait, notamment au moment où il y avait eu un crash aérien et où des photos des disparus avaient été publiées. C'est l'affaire Dropped, c'est ça ? Non, c'est pas Égyptaire. C'était pour le crash égyptaire, qui était un bon exemple. Une photo de l'un des jeunes qui était à bord et qui avait disparu a été publiée par Paris Match, justement. Ils étaient allés chercher sa photo sur Facebook. Et en ce cas, il n'y avait pas juridiquement d'atteinte, mais les victimes avaient souhaité que la photo ne soit pas publiée. Qu'est-ce que vous aviez et donc fait ? j'ai téléphoné à Paris Match, tout simplement, mais en mode amical. En mode citoyen. Mais oui, en disant, écoutez, il se trouve que je connais la famille de ce jeune, elle ne souhaite pas que cette photo soit publiée, donc par éthique, voyez ce que vous pouvez faire, mais si vous le souhaitez, enlevez-la, parce que ça atteint et ça fait de la souffrance. Et c'est pas la peine de rajouter de la souffrance à la souffrance, mais bien entendu, la presse est parfaitement libre, il y a le droit à l'information, et chaque responsable médiatique en est responsable, en est le principal débiteur. On a bien compris, sans prendre la défense de qui que ce soit, montrer ou ne pas montrer, est-ce que cela permet de maintenir en alerte les populations parce que la menace est toujours réelle ? Mais il faut évidemment, faut pas aseptiser les choses. Il y a un risque aussi. En France, nous avons depuis maintenant 1 an et demi une sensibilité extrême. Et j'ai été intervenue notamment parce que sur Internet avait circulé une vidéo de ce camion fou, qui était une vidéo abominable, et pour laquelle celle qui avait été diffusée et reprise par Wikileaks. Elle avait été diffusée sur YouTube, donc nous avions appelé à l'époque les responsables parce que c'était une vidéo qui était insoutenable. Et après, évidemment, si on aseptise, la question c'est, est-ce qu'on informe moins bien ? Moi, à l'époque, mon devoir était de préserver la mémoire des victimes et de faire en sorte qu'à aucun moment, elles n'aient le sentiment que leur dignité était atteinte. Alors, après Nice, après ce qui s'est produit, la secrétaire d'État que vous étiez rattachée à Matignon, qu'est-ce qu'elle a fait ? Vous aviez fait un bureau ? Vous avez centralisé les dossiers ? Dans les heures qui ont suivi le drame, nous étions sur place avec mon équipe et nous sommes allés voir les victimes d'abord, leur demander, vérifier d'abord qu'elles aient un lieu d'accueil unique. Parce que toutes les victimes étaient, évidemment, certaines étaient rentrées chez elles, d'autres cherchaient des proches, la plupart étaient blessées. Donc, créer un lieu où elles sont accueillies, un lieu où il y a de l'information, où il y a des officiers de police judiciaire, et puis ensuite travailler à ce qui est le plus sensible après un attentat, c'est ce qu'on appelle l'annonce des décès et l'identification des corps. Et identifier un corps, ça prend plusieurs jours, et pour identifier un corps, il faut l'aide des proches. Donc ça veut dire qu'il y avait des personnes qui avaient perdu des enfants, des parents, qui devaient aller dans ce lieu d'accueil unique pour aider la police à identifier des proches décédés. Et ça n'est pas une mince affaire. Alors Juliette Méadel, nous le disions, vous serez donc présente à Nice demain et c'est bien normal. Qu'est-ce que le chef de l'État, Emmanuel Macron, doit dire ? C'est la question qu'on pose toujours, mais on y pense quand même. Qu'est-ce qu'il peut dire ? Qu'est-ce qu'il doit dire sur la promenade des Anglais ? Quel peut être son message ? Voilà. D'abord que c'est un attentat qui était inédit dans son mode opératoire. Et que même si nous avons connu une succession d'attentats qui donnent l'impression que finalement tout ça est semblable, c'est irréductible. C'est le premier attentat qui a volontairement touché des enfants. C'est le premier attentat qui a touché aussi au symbole de la République, le 14 juillet, en Europe, parce que une fête populaire. Malheureusement, des enfants sont touchés par des attentats de ce genre dans d'autres pays que l'Europe. Mais absolument. Et la succession d'attentats fait qu'on pourrait se dire, après tout, il y a une forme de routine. Mais non, il n'y en a pas. Et ce qu'on a vécu à Nice avec ce camion fou, auquel personne ne s'attendait, nous a frappé de plein fouet. Parce que les anticipations portaient sur ce qui avait été vécu au Bataclan. Donc, le message le plus fort, c'est que la République a été atteinte dans sa chair et que l'État a une part de responsabilité, au moins dans sa fonction protectrice. Donc, quand on n'a pas pu protéger, on doit réparer. En tout cas, on doit essayer de réparer. On ne réparera jamais la mort d'un enfant. On ne réparera jamais quelqu'un qui a perdu ses 2 jambes. Mais la République doit sa reconnaissance pleine et entière. Toute la République. Et toute la nation doit se souvenir. Et attention, demain, pendant le 14 juillet, on va en parler. Mais pour la plupart des victimes, c'est tous les jours le 14 juillet.
Voilà, c'était important de se dire ça ce matin avec vous, hein, Juliette Méadel. Alors, la vie politique a ses aléas. Ce que vous avez fait à la tête de ce ministère dédié ne vous a pas permis, on va parler de vie politique maintenant, parce que la vie continue, ne vous a pas permis d'être réélu aux dernières élections législatives, malgré l'aura qu'aurait pu vous procurer cette action solide en faveur des victimes d'attentats. Vous êtes toujours socialiste, vous, aujourd'hui. Pardon de passer un petit peu du coq à l'âne. Moi, je ne peux pas passer d'un sujet sur les attentats au Parti socialiste comme ça. Enfin, pardon, Jean-François Killy, mais je ne suis pas venue pour ça, honnêtement. Je voulais vraiment qu'on parle de ce sujet grave, d'autant que la France est toujours en état d'urgence et que la fonction essentielle aujourd'hui qui est interrogée, c'est la capacité de l'État à protéger, à réparer et à faire preuve de solidarité. Alors, puisque vous parlez quand même du Parti socialiste, je vais vous parler de solidarité. Il y a une vie politique quand même dans ce pays, malgré tout, parce qu'il faut trouver des solutions à ce qui se passe, quoi. C'est pour ça que je vais continuer à vous répondre. Je vais continuer à vous répondre parce que le fil de la solidarité, qui est la valeur qui est portée par la gauche, c'est un fil essentiel. Et je n'arrêterai jamais de me battre pour plus de solidarité et pour plus de soutien. Alors maintenant, est-ce que ça se fait dans des instances organisées? Je ne sais pas. La forme partidaire aujourd'hui est interrogée. Ça fait quelque temps que je ne suis plus allée dans les instances du Parti socialiste. Et pourquoi? Parce que je pense que tout le monde doit s'interroger sur la capacité des partis à répondre aux attentes de nos concitoyens. Et je ne suis pas sûre que ce soit dans les partis que nous réussissions à trouver la réponse à ce qu'attendent nos concitoyens. Vous voyez, par exemple, sur l'aide aux victimes, on voit bien qu'on est sur du transpartisan. Je remercie d'ailleurs Georges Fenech ou Éric Ciotti. Je ne pensais pas qu'un jour j'aurais à remercier Georges Fenech ou Éric Ciotti, mais ils sont républicains. Et que moi-même, quand je suis allée à Nice après l'attentat et pendant l'attentat, j'ai très bien travaillé avec la mairie de Nice. Mais quand vous faisiez campagne des électeurs, vous parlez de votre action, par exemple? Oui, tout le temps, toujours. Oui, bien sûr. Parce que quand on a servi sans compter, y compris moi j'étais en plus à l'époque enceinte, c'est un investissement qui dépasse les attaches partisanes. Et en même temps, je le revendique. Ça vous fait rire, vous aussi. C'est la gauche, mais oui, parce que c'est une bonne formule qu'on utilise tous. Qui est antérieure à l'élection d'Emmanuel Macron. Donc, et en même temps, qui a créé ce secrétariat d'État à l'aide aux victimes, si ce n'est François Hollande et Manuel Valls, avec l'action de Bernard Cazeneuve en fin de quinquennat? Pourquoi? Parce que c'était de la solidarité. Et parce que moi, je crois en l'État. Je crois dans le service public. Et c'est ce qui fait la particularité de la France. Et quand j'ai organisé la première conférence internationale de l'aide aux victimes et que les 30 pays du monde entier sont venus en France regarder ce que nous faisons, franchement, nous n'avions pas à rougir de notre service public. Nous avons ça en France que nous partageons ensemble, notamment en payant nos impôts. Chacun paye ses impôts parce qu'il a besoin de la solidarité publique. Et ça peut être vous et moi demain. Et il est 9h-10 et en même temps, c'est l'heure des titres avec Victor Maté pour 1 minute. Et beaucoup de monde attendu sur les routes aujourd'hui, toute la France en rouge pour les départs en vacances, également le week-end du 14 juillet. Sans oublier à Paris l'arrivée il y a quelques minutes de Donald Trump à Orly. C'est d'ailleurs compliqué depuis le sud de la capitale sur les routes. La contestation contre le futur code du travail dans la rue et à l'Assemblée à l'appel de Jean-Luc Mélenchon. Plusieurs centaines d'insoumis se sont réunis hier soir, notamment à Paris. La baisse de la taxe d'habitation sur les 3 prochaines années pour 80% des ménages. Oui, mais comment? Eh bien, un tiers chaque année, donc dès l'an prochain. C'est une information France Info. Au Brésil, Lula reste en liberté. L'ex-président, 71 ans, fait appel de sa condamnation à 9 ans et demi de prison pour corruption. Il espère être blanchi pour la présidentielle 2018, dont il est le grand favori. Auront-ils le temps de profiter de la vue? Les coureurs du Tour de France s'attaquent aux montagnes des Pyrénées aujourd'hui. 12e étape entre Pau et Péragude, avec 5 cols au programme, dont un hors catégorie. France Info. Juliette Méadel est avec nous jusqu'à 9h sur France Info. Jean-François Killy pour une question. Alors Juliette Méadel, je sais que vous n'avez pas envie de parler de politique. Moi, je vous parle d'action publique. Regardez, Édouard Philippe a présenté hier ces mesures en faveur des migrants, la domination, là encore, d'un délégué interministériel, un total de 12 500 places d'hébergement, les migrants déboutés, reconduits à la frontière. On a l'impression de déjà vu, déjà entendu. Regardez ce qui se passe porte de la Chapelle. Vous étiez membre du gouvernement précédent avec les mêmes problématiques que celui d'avant sous Nicolas Sarkozy. Il n'y arrive jamais, les politiques, avec les migrants? Il faut y arriver.
parce qu'on ne peut pas, on peut pas rester dans cette situation-là. C'est quand même une donne relativement nouvelle, c'est-à-dire que ça fait à peu près 5 ans aujourd'hui. La tendance quand même, c'est que la plupart des migrants qui arrivent en France sont là pour transiter et ne souhaitent pas rester. Donc, quand même, il y a un petit problème administratif qui est que comme ils ne font pas leur demande de séjour, de carte de séjour, ils sont dans une situation juridique compliquée. Et dans cette situation juridique, il faut les accueillir le mieux possible. Mais c'est évident que la situation n'est pas satisfaisante. En tant que responsable politique, je me dis il ne doit pas y avoir un seul migrant qui soit dans une situation aussi épouvantable que celle-ci. Quand vous voyez les personnes porte de la Chapelle dans la rue, c'est un cauchemar pour C'est un cauchemar pour elles, et donc il faut trouver une solution à la hauteur. Je ne sais pas si ça passera par une loi. Honnêtement, je ne suis pas certaine que le problème, ça soit un problème d'outils juridiques. Je crois qu'en réalité, il faudrait qu'on soit peut-être un peu plus audacieux. Guy Bienbaum. On avait eu l'impression à écouter Emmanuel Macron, qui n'était alors pas président de la République, féliciter Angela Merkel de son accueil des migrants, que nous dirigions, s'il était élu président, vers une des solutions beaucoup plus humaines. Et visiblement, on s'est trompé, non ? Quand j'ai lu son programme, parce que j'ai voté pour Emmanuel Macron dès le premier tour, j'ai trouvé qu'il était bien son programme sur les migrants. J'ai même trouvé qu'il était conforme à mes idées de gauche et à la solidarité. Et là, l'action ? On va voir. Moi, j'attends de voir. Vous savez, attendez, il ne faut pas se précipiter dans une critique intempestive tant qu'on n'a pas des éléments précis. Moi, je veux voir. Il y a des places d'accueil qui vont être mises en place. Faisons crédit. Attention, vous voyez, parce que sinon, si on part du principe que tout va être raté, mais à la fin, ça va être dramatique. Donc, moi, je veux voir ces places d'accueil. Je veux voir à quoi elles ressemblent. Personne ne dit que c'est raté. Quand j'étais membre du gouvernement précédent, nous avions à Calais... Nous avions proposé des solutions pour les migrants de Calais qui vivaient dans des situations épouvantables. Il y avait des places d'accueil qui avaient été libérées. Il y avait des centres d'accueil, y compris pour mineurs, qui avaient été mis en place en France. Je comprends ce que vous voulez dire. Ne nous précipitons pas parce qu'on va se tromper dans le jugement et ça ne sera pas efficace. J'ai une question à vous poser, Juliette Méadel. Regardez, les Français ont sanctionné François Hollande, ont sanctionné le parti qui est au pouvoir, le Parti socialiste dont vous êtes membre. Vous êtes toujours membre du PS, j'imagine. Vous avez soutenu Valls à la primaire citoyenne avant de rejoindre Macron. Vous aviez le courage d'appeler à voter Macron et vous avez eu un candidat à La République En Marche face à vous, ce qui a été une énigme, peut-être pourriez nous en dire 2 mots. Manuel Valls, Benoît Hamon, les finalistes de la primaire socialiste, la primaire citoyenne, qui ont quitté le PS. Écoutez ce qu'en a dit Michel Sapin, qui était notre invité ici même lundi. Valls et Hamon sont au bout du rouleau. Ils sont au bout de leur propre rouleau en tant que socialistes. Et donc, ils se disent, maintenant, je vais dérouler autre chose en dehors du Parti socialiste. Ça n'est évidemment pas le choix que je ferai. Ça ne veut pas dire qu'on va passer facilement à la période. Le Parti socialiste est dans une très grande difficulté historique. Mais est-ce que le socialisme a disparu ? Est-ce que le socialisme s'est dissous dans le macronisme, si je puis dire ? La réponse est non. Les Français ont jugé les actions publiques, ont jugé la politique menée, ont jugé les résultats et ont sanctionné. Qu'est-ce qui se passe ? Le PS a disparu, le PS est mort ? Mais ce qui est assez intéressant, c'est que la plupart des électeurs socialistes ont voté Emmanuel Macron. Moi, j'en suis un bon exemple. Pourquoi ? Parce que dans son programme, j'y ai retrouvé des tas de choses. L'idée, par exemple, qu'on va faire un grand plan de formation professionnelle pour 1,5 million de jeunes. L'idée qu'on va créer 80 000 logements pour les jeunes. Mais l'idée qu'on va baisser la TH, la taxe d'habitation, parce qu'il y a un moment où il faut bien réformer les collectivités locales. Non, mais donc, on n'a pas voté n'importe comment. C'est parce qu'il y avait dans ce programme des raisons d'espérer. Et moi, je l'avais dit à l'époque, je ne m'y retrouvais pas dans le programme de Benoît Hamon, parce que je n'étais pas d'accord avec son revenu universel. Et parce que je considérais que courir après Mélenchon, c'était contraire à la social-démocratie. Et que donc, le candidat Benoît Hamon n'incarnait pas le progressisme. Et que donc, celui qui incarnait le mieux le progressisme, c'était Emmanuel Macron. Mais c'était évidemment difficile quand on est dans le Parti socialiste de penser ça. Mais il se trouve que je l'ai pensé comme 60% des électeurs d'Emmanuel Macron. Vous avez demandé tout à l'heure, Juliette Méadel, vous avez posé la question vous-même de l'action hors parti, en fait. Est-ce que finalement, la meilleure action n'est pas hors parti ? Est-ce que du coup, aujourd'hui, vous dites, mon action, je préfère la faire hors parti parce que dans ce nouveau PS-là, quel qu'il soit, vous ne vous y reconnaissez pas, donc il vaut mieux aller le chercher ailleurs. Oui, ça fait, vous en êtes là dans votre réflexion. Ça fait des années que je me fais cette réflexion que la réalité de l'action publique est utile quand on veut vraiment agir. Et bien peut-être que ça passe pas par des partis politiques, mais par des associations
du service public, de l'action au service du public, au service des autres. Et c'est une vraie réflexion. Alors, on a besoin des partis, mais il faut que les partis apprennent à agir sur le terrain. Les élus locaux agissent. Mais vous voyez, quand je vois ce à quoi le Parti socialiste a abouti la semaine dernière avec une direction pléthorique, alors même qu'il eût été préférable, de commencer par dire d'abord on fait une pause sur les histoires d'organigramme et de gouvernance parce que c'est pas le sujet, et deuxièmement réfléchissons sur le fond à ce pourquoi nous avons échoué. Ultime question rapide, Donald Trump a atterri, il est en route, ça y est, il va rejoindre Emmanuel Macron. Commentaire, Donald Trump à Paris. C'est bien pour la France, c'est bien pour l'image de la France. Moi, je trouve ça très bien que la France attire le chef de l'État américain. C'est très bien qu'il vienne. J'espère que ce sera l'occasion de lui dire ce que nous pensons de sa position sur le climat, qui est absolument scandaleuse. Merci à vous, Juliette Méadel, d'avoir été notre invitée à la veille de la commémoration de l'attentat de Nice. Merci à vous. Et merci à tous, on se retrouve demain.